Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre 2024, encore 5 jours avant Noël. Finalement, c'est toujours les échanges de cadeaux, mais on se demande pourquoi on fait des cadeaux à Noël. Parce que, disons, du côté religieux, finalement, l'idée, c'est que on recevait à Noël, on recevait le cadeau de l'arrivée du Fils de Dieu, qui était Jésus. Et donc, ça, c'était le cadeau du ciel. Et donc, on fait des cadeaux durant cette période. En réalité, c'est aussi la fête de Noël. En réalité, c'était une ancienne fête durant l'Empire romain, c'est-à-dire il fêtait à cette période ici. Donc, on ne sait pas trop finalement d'où ça vient cette fête-là et les cadeaux et puis tout ça, mais quand même, ça veut dire tout simplement joyeux Noël à tout le monde et avoir du plaisir finalement. Parce que l'an prochain, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. On va avoir M. Powell de la Réserve fédérale américaine a réduit de 25 points de base les taux d'intérêt, ça on l'attendait, mais il avait aussi promis, mais parce que c'est un monsieur qui promet, puis ils enlèvent les promesses, et puis il avait promis, je sais pas, une réduction 4 fois, je crois, l'an prochain des taux d'intérêt. Puis là, finalement, il va le réduire seulement de 2 fois. Après quoi, ben, c'est aussi un monsieur qui s'était mal pris avec M. Trump. C'était ou M. Trump avec lui, je ne sais pas. Donc, M. Trump, apparemment, il était irrité par M. Powell, qui avait augmenté les taux d'intérêt au temps de M. Trump comme président. Et comme il n'y avait pas d'inflation, donc Trump lui avait dit pourquoi tu augmentes les taux d'intérêt, il n'y a pas d'inflation. Donc, M. Powell, qui avait peur, j'imagine, pour sa job, et donc finalement, il a baissé les taux d'intérêt. Mais depuis, je pense, les deux ne sont pas une relation de grande sympathie. Donc, on va voir ce que M. Trump va faire avec M. Powell et puis tout ça. En principe, M. Powell est indépendant de la politique parce qu'une banque centrale est indépendante de la politique. Mais en réalité, M. Trump est le grand patron et donc finalement, il peut tout. Et voilà. Une fois dit tout ça, est-ce qu'on a des incertitudes dans le monde? Apparemment, non. L'or a eu une petite drop, petite par rapport à toute la montée qu'il avait faite, parce qu'on suppose que finalement l'économie va bien, tout va bien, il n'y a pas de trouble pour le moment dans le monde. Naturellement, on regarde la Syrie et tout ça, mais ça, du côté boursier, ça, aucun dérangement pour ça. Et puis voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qu'on avait déjà abordé la semaine dernière, mais on a eu un pépin technique et donc on a dû enlever ça et puis on recommence à présent. Et c'est le système monétaire international. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que le système monétaire international, donc le symbole SMI, finalement, désigne l'ensemble des règles, pratiques, institutions qui régissent les échanges monétaires entre pays. Bon, ben c'est ça, c'est la relation entre une monnaie d'un pays avec la monnaie de l'autre pays. Objectif principal, faciliter les transactions internationales et garantir la stabilité économique mondiale. Donc, un système monétaire stable est essentiel pour le commerce international et la croissance économique. Il faut dire que c'est un vieux principe, vous savez. Euh, Là, on nous dit que, donc à la troisième page, on nous dit qu'avant 1944, c'était le système étalon or. Ce système étalon or, c'était là depuis toujours, l'Empire romain, les Grecs et puis tout ça. Donc, et les autres cultures ailleurs et les autres civilisations. Donc l'or était la base. Naturellement, à partir de 1700, donc 1699, je crois, je regarde dans mes notes, c'est à partir de 1703, en réalité. Monsieur Newton, qui était Isaac Newton, qui était le grand, comment dire, physicien, puis un génie total, finalement, qui a inventé, pas qui a inventé, mais qui a précisé aussi tout ce qui était le calcul infinitésimal. C'est lui le patron finalement de tous ces calculs. Ensuite, il a des théories comment dire, sur la gravitation universelle. On dit toujours que finalement, il y a à Cambridge, où il avait enseigné, étudié, je ne sais pas, et il y a toujours un arbre qui est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'arbre que M. Trump, quand lui, il était là, finalement, une fois, il s'est assis en dessous de l'arbre, on dit, et puis finalement, une pomme lui est tombée sur la tête.
Et là, il a découvert la gravitation universelle. Avant lui, on n'a jamais parlé de ça. Donc, finalement, il a fait les calculs, les mathématiques. C'est vraiment un grand génie. En 1703, je crois que le souverain de l'époque le nomme finalement le responsable comment dire, la responsable de la monnaie royale. Donc, le responsable de la monnaie royale, c'est parce qu'il y avait un problème à l'époque. C'est que les gens volaient l'or à l'intérieur et le métal argent à l'intérieur des pièces de monnaie. C'était un crime énorme que finalement était puni avec non seulement la pendaison, la mort, mais en plus l'individu était écartelé une fois décédé, tout ça. C'était vraiment la pire des punitions qu'on pouvait faire si on truquait la monnaie. Mais en réalité, c'était, je ne sais pas, 25 à 30% de la monnaie était truquée finalement. Donc, on l'a nommé, lui, à maître de l'ordre. Je pense que c'est celui qui a envoyé comment dire, à l'exécution capitale le plus grand nombre de tout faussaires dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Finalement, il a mis de l'ordre là-dedans et il a favorisé essentiellement la présence de l'or comme étant garantie de tout. Naturellement, la qualité des pièces de monnaie est retournée comme étant bonne en termes de métal argent, en termes de métal or et puis d'autres métaux à l'intérieur. Donc, finalement, il a mis de l'ordre. Et c'est un ordre qui a fait en sorte que, à travers les siècles, on arrive jusqu'en 1900, je pense, en 1914, 1915, à la Première Guerre mondiale. Donc, l'étalon or était la base pour toutes les monnaies. Donc, toutes les monnaies étaient convertibles en or, mais l'or était finalement la vraie monnaie de base pour tout le monde. Et ça remonte à cette époque-là de monsieur Newton. En 1914, éclate la Première Guerre mondiale et la Grande-Bretagne se retrouve dans la nécessité de vendre son or pour acheter des armes. Et finalement, à la fin de la guerre en 1918, il n'y a plus d'or en Grande-Bretagne. Et donc, mais on a la monnaie quand même, le papier-monnaie. Donc, le papier-monnaie commence à être, comment dire, une sorte de monnaie fiduciaire. C'est-à-dire, elle n'est pas garantie par l'or qui se trouve dans les voûtes de l'État. Les choses se sont un peu corrigées entre-temps, mais finalement, on arrive à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, disons, on est dans la Deuxième Guerre mondiale en 1944, et dans cette éventualité que finalement la guerre termine, parce qu'en 1944, apparemment, c'était clair que l'Allemagne ne pouvait pas continuer, disons, à faire la guerre comme elle faisait avant, c'est-à-dire elle était en retraite. Pour les Japonais, c'était la même chose. Donc, l'Italien, on n'en parle pas, ils avaient déjà été envahis en Italie par les Américains et puis enfin, les Anglais et puis tout le monde. Et donc, finalement, on voyait déjà en 1944 que la guerre tirait à la fin. L'idée de fond, c'était de comment on va corriger ou comment on va faire un système mondial d'après-guerre. Et donc, les économistes se sont réunis à Bretton Woods. Et Bretton Woods, c'est un village qu'on peut visiter aujourd'hui. Et il est dans le New Hampshire, juste à l'entrée ici on est à Montréal. Je pense un voyage jusqu'au New Hampshire, c'est pas très long. Et puis, dès qu'on rentre on trouve un immense hôtel. Et puis, c'est dans cet hôtel-là qui est finalement donc dans le village de Bretton Woods. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On établit les bases de l'économie à venir. Donc, elle est basée sur l'or. On dit que l'or a une certaine valeur en dollars US. Et puis, donc, en quelque sorte, si on a de l'or ou on a des dollars US, c'est la même chose. Finalement, ça montre la suprématie du dollar US d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et naturellement, ce dollar US était convertible en or à un certain nombre de dollars US. Donc, ce système-là avait créé finalement une devise qui était commune à tout le monde, dans le sens que tout pays avec une devise était lié finalement à cet accord de Bretton Woods. Et donc, finalement, ils avaient un taux de change fixe finalement entre le dollar US, lequel était convertible en or, et la monnaie locale. Par exemple, je crois que le dollar canadien, pendant longtemps, il était par exemple à 91 cents US pour un dollar canadien. Donc, c'était un taux de change fixe. Donc, avec le temps, donc,
Et avec le temps, donc nous sommes en 1944 et la guerre termine et naturellement il y a le développement, la reprise finalement des pays qui avaient été bombardés et détruits, surtout en Europe et naturellement au Japon. Et donc finalement, tout va bien, sauf qu'à partir de vers la fin des années 1960, les pays qui se sont repris de la Deuxième Guerre mondiale évoluent d'une façon différente un pays par rapport à l'autre. Conclusion, le taux de change fixe, ça paraît pas une chose réaliste. Donc finalement, en 1971, c'est la fin de l'accord de Bretton Woods. À l'époque, le président américain qui a fait ça, c'est-à-dire la fin de l'accord, c'était M. Nixon, et il a dit, OK, c'est fini. L'or, il est libre d'aller où il veut, en dollars US, et puis c'est tout. Donc, le taux de change des devises devient flottant. Moi, j'ai vécu tout ça, je dois vous dire, et c'était vraiment surprenant. Parce qu'avant, on avait un taux de change fixe. Par exemple, on allait en Allemagne, par exemple, en vacances, et c'était, mettons, je crois, 4 marques pour un dollar US. Mais après, quand on a libéré et on a mis fin à l'accord de Bretton Woods, finalement, le taux de change était venu à un certain moment, je ne sais pas, ça prenait juste 2 marques pour faire un dollar US. Finalement, ça a été sauvage à partir de 1973 à peu près jusqu'à l'an 1980 à peu près. Donc, finalement, on a ce taux de change qui n'est plus fixe. Et naturellement, c'est quoi que ça donne? C'est que les monnaies ne sont plus liées à l'or. Vu qu'elles ne sont plus liées à l'or, parce qu'avant, on pouvait imprimer de l'argent dans un pays à condition des réserves d'or qu'on avait. Mais l'or ne comptait plus rien parce qu'on a brisé le lien entre l'or et la devise. Et donc, les pays étaient finalement libres d'imprimer, en quelque sorte, libres entre guillemets, mais d'imprimer autant de monnaie qu'ils voulaient. Et donc, finalement, il y avait le risque d'inflation, il y avait toutes sortes de problèmes. Encore aujourd'hui, on vit dans ce régime-là de ce qu'on appelle de fiat money, c'est-à-dire de monnaie qui est finalement juste une monnaie fiduciaire, comme on dit. C'est-à-dire, moi, je vais m'acheter le café le matin, puis je prends un muffin, puis je offre un billet de 100 dollars à celui qui me donne tout ça, et lui me donne le reste. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de réserve du dollar pour ça, mais quand même. Et lui, il accepte mon 10 dollars, et moi, je lui remets. Mais ce papier ne vaut rien. En réalité, c'est juste un papier imprimé en couleur. Et puis, même aux États-Unis, c'est même pas en couleur. La monnaie a toujours tout égal, que ce soit un dollar, que ce soit 100 dollars. Pratiquement, c'est la même couleur. Donc, finalement, c'est une monnaie fiduciaire, c'est une convention. Pourquoi c'est une convention? C'est pas, et ça marche. C'est parce que quand on paye nos impôts, l'État accepte que finalement on paye avec cette monnaie fiduciaire. Donc, ça donne de la valeur à la monnaie fiduciaire. On est comme ça depuis 1900, moi je dirais 1980, là c'est clair que c'est dans cet état-là. Qui sont les acteurs de ce système monétaire international? Donc, il y a finalement, à l'époque, était né, donc le fonds, comment dire, le Fonds monétaire international, c'est-à-dire la surveillance des économies mondiales, l'aide financière aux pays en difficulté. Les banques centrales nationales sont là pour stabiliser la devise et les monnaies, c'est-à-dire les banques centrales prennent des devises d'autres pays et ça crée ça finalement une sorte de coussin pour leur propre devise dans leur propre pays. Un exemple, par exemple, d'organisation économique régionale, c'est la naissance, par exemple, de l'Union européenne avec l'euro. Vous savez, on a fait l'Europe unie, ben, appelons unie entre guillemets, parce que c'est juste une association de pays. C'est pas vraiment un pays, l'Europe. Et puis, naturellement, ils ont créé l'euro. Quand ils ont créé l'euro dans les années 1900, 1990, à peu près 95, et ils ont lancé donc cette monnaie, laquelle voulait en quelque sorte battre le dollar US. Parce que le problème, c'était que le monde était envahi de dollars US, mais ça, c'était un irritant en quelque sorte, surtout pour l'orgueil européen. Et puis, donc, c'est la raison principale au fond de l'euro. Peut-être il y a d'autres raisons plus valables, je ne sais pas, mais dans mes souvenirs finalement de qu'est-ce que j'ai vécu là où j'ai vécu, c'est clair que l'euro se servait en quelque sorte, à créer une monnaie qui aurait battu le dollar US dans le monde.
Acteurs, donc c'est ça. Donc on l'a dit, ça c'est la page 4. On s'en va à la page 5. Donc les systèmes de change. Type de système de change. On a le taux de change fixe, comme c'était avant, comme le dollar canadien par rapport au dollar US, ou je sais pas, le marque allemand ou le franc français contre le dollar US. Et quels sont les avantages? Ben, ça donne stabilité parce que dès qu'on a créé comment dire, le système de taux de change fixe, et finalement, il y a eu un boom économique énorme. L'Europe a grandi énormément. C'était pas juste la devise, mais ça a aidé beaucoup le commerce. C'est-à-dire, on savait d'avance combien ça coûtait finalement. On produisait quelque chose, on le vendait dans un autre pays, mais on savait quelle était la monnaie, la valeur de la monnaie dans laquelle on encaissait en vendant nos produits. Naturellement, il y a aussi après c'est devenu le change flottant, c'est-à-dire les avantages et ajustements automatiques selon l'offre et la demande. Et les inconvénients, ben, c'est volatile, comme le dollar canadien par rapport au dollar US. Ensuite, il y a un taux de change intermédiaire. Donc, qui fait un peu, parfois c'est un peu flottant. C'est flottant jusqu'à quand ça ne dérange pas trop, mais après ça devient fixe. Ça serait le taux de change intermédiaire. À ma connaissance, je ne connais pas de pays qui font un taux de change intermédiaire, mais essentiellement, le taux de change est flottant. C'est ça que ça donne. Donc, quand on est à la page 5, finalement, quelles sont les limites du système monétaire international? C'est que on peut avoir des crises monétaires dans un pays, et puis cette crise monétaire se traduit dans une contamination vers d'autres pays. Donc, ça crée une certaine instabilité financière mondiale. C'est pas nécessairement toujours, c'est pas, mais quand même, c'est un risque. Naturellement, la dominance du dollar américain et des déséquilibres économiques. Pourquoi la dominance du dollar américain? Parce que dans le Bretton Woods, on pouvait avoir l'or ou le dollar US, un est équivalent de l'autre. Entre-temps, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait des déficits importants. Et déficit, ça veut dire qu'ils exportaient des dollars US. Finalement, dans les banques centrales de la planète, ce qui comptait, c'était d'avoir des dollars US. Et en ayant des dollars US, ensuite, comment exporter autant de dollars US par rapport aux États-Unis? C'est par exemple toutes les bases militaires américaines sur la planète entière louaient la place dans les pays dans lesquels elles étaient, elles payaient en dollars US. Finalement, il y a eu énormément de production, en quelque sorte, de dollars US expatriés, donc des États-Unis. Et puis finalement, ça représentait la réserve la réserve finalement des banques centrales des différents pays. Donc, ça donnait de la stabilité, c'est ça. Donc, on a besoin de réformes pour intégrer les économies émergentes. Là, naturellement, ici, dit économie émergente. Est-ce que la Chine est une économie émergente? Oui, par rapport à il y a 50 ans, oui. L'Inde, plus ou moins, c'est la même chose. Mais comment intégrer ces monnaies-là, ça dépend des pays d'origine. Est-ce que la Chine veut rendre vraiment sa devise libre? Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas parce que je pense qu'ils contrôlent toujours la devise à travers les taux de change et puis les politiques qu'ils ont enfin, à l'intérieur de la Chine. Ensuite, l'Inde aussi, naturellement. Ce sont des pays donc importants, émergents, et qui veulent adopter complètement le système capitaliste occidental. Et finalement, ils se retrouvent avec comment dire, avec des problèmes qu'ils ne connaissaient pas avant. Enfin, c'est toute une histoire à voir pour ces pays-là. Quelles sont les réformes, éventuellement les perspectives? Vers un nouveau système monétaire international, point d'interrogation. Les propositions entre pays, c'est que diversification des monnaies de réserve, pas juste avoir du dollar US, mais avoir aussi éventuellement l'euro à présent. Mais si vous regardez quel est le contenu des réserves pays par pays, vous trouvez que la dominance principale est le dollar US. Ce qui frustre un peu, par exemple, la Chine, laquelle je considère la deuxième économie dans le monde, avec une grande ambition de battre tout le monde, de devenir plus à court terme. Mais en réalité, sa devise, à peu près personne n'a vu parce que on n'y croit pas, tandis qu'on croit au dollar US. C'est ça que ça veut dire. Donc, renforcement de la coopération internationale, ça c'est une façon d'améliorer le système. Utilisation accrue des monnaies numériques et des crypto-actifs.
Là, c'est tout un discours avec les monnaies numériques. Les monnaies numériques, c'est pas tout à fait la monnaie qu'on a dans la poche. Mais ce sont donc comment dire, des à côté finalement, sans rentrer dans les détails de tout ça. Quel est le rôle du Fonds monétaire international? C'est moderniser pour faire face aux nouvelles réalités économiques. C'est beau, mais on ne sait pas quelles sont ces nouvelles réalités. En résumé, le système monétaire international est essentiel pour la stabilité économique mondiale. Son évolution reflète les transformations de l'économie internationale, naturellement, et des réformes sont nécessaires pour relever les défis actuels. Moi, dans ma longue vie, finalement, je m'aperçois, j'ai vu par exemple, je viens de l'Europe et disons en 1945, l'Europe était vraiment à pied, elle était vraiment, ça allait mal. Peut-être juste la Suisse, ça pouvait encore très bien aller, mais le reste des pays européens étaient détruits et tout. Et c'est le dollar US, à mon avis, qui a sauvé énormément et finalement la stabilité dans ces pays-là. À l'époque, il y avait la lutte contre le communisme. On ne voulait pas que l'Union soviétique mange l'Europe et tout ça. Et les États-Unis ont été très généreux à mettre des dollars US partout. Et donc, la conclusion, c'est que finalement, c'est des défis. Mais à l'époque, c'était vraiment très, très bien le fait que le dollar US était là. Aujourd'hui, on est peut-être toujours jaloux de ça. Vous savez que le pouvoir du dollar US est très grand. On va voir qu'est-ce qu'il va faire monsieur Trump. Parce que quand il avait le premier mandat, il avait commencé à jouer avec, il dit, ah, tu te comportes pas bien, disait un pays, bon, ben, je te saborde finalement le taux de change de ta monnaie par rapport au dollar US. Et puis voilà. Et une fois dit tout ça, c'est toute une histoire à continuer finalement. Et voilà. Entre-temps, ben, joyeux Noël à tout le monde et bonne année.